Bienvenue dans cette première revue d'actu environnementale de 2023 pour la semaine du 2 au 8 janvier. Au sommaire cette semaine, 2022 officiellement année la plus chaude jamais enregistrée en France, la réduction des émissions de gaz à effet de serre de la France 19 fois trop lente, un rapport scientifique essentiel sur la fonte des glaciers et une investiture du nouveau président brésilien Lula marquée par l'écologie. C'est parti avec la première une de l'année, Macron, toujours lui, caricaturé par Libération pour cette une du 2 janvier, avec une nouvelle petite phrase. Qui aurait pu prédire la crise climatique aux effets spectaculaires encore cet été dans notre pays? La première actu sonne d'ailleurs étrange par rapport à cette déclaration. On s'y attendait, c'est confirmé, 2022 est officiellement selon Météo France l'année la plus chaude jamais enregistrée en France depuis les premiers relevés en 1900. Une moyenne de 14,5 degrés Celsius à l'échelle nationale, c'est 0,4 degrés Celsius de plus que le précédent record en 2020. Les scientifiques eux-mêmes sont terrifiés. La France n'est pas la seule à être touchée. En Europe, le Royaume-Uni, l'Espagne et l'Irlande ont aussi battu leur propre record. Alors bien sûr, c'est dû à l'été exceptionnel que nous avons vécu. Je suis sûr que vous vous rappelez encore des différentes canicules et de la sécheresse, mais en fait, aucun moment de l'année n'a été épargné. L'hiver que nous sommes en train de vivre est lui exceptionnel par sa douceur. Même le 31 décembre, des anomalies de 8 degrés Celsius au-dessus des moyennes de saison ont été enregistrées pour flirter avec des températures estivales. Alors sur le moment, ça peut paraître cool, c'est super pratique pour l'Europe avec la guerre en Ukraine de devoir moins se chauffer. Et puis c'est sympa de pas avoir à mettre 3 pulls. Mais bon, à long terme, cette absence d'hiver peut avoir des conséquences environnementales désastreuses. Ça rompt le cycle de l'eau, ça rompt le cycle de vie des écosystèmes. Par exemple, pour les arbres, c'est très important l'hiver, car le froid empêche les ravageurs et les maladies de se développer. Et aujourd'hui, le niveau des nappes phréatiques est toujours extrêmement bas. Donc si on revit un été comme celui de l'année dernière, alors l'agriculture va souffrir d'une manière inimaginable. Et il faut savoir que ce genre d'été sera la norme en 2050, surtout si on ne diminue pas drastiquement notre production de CO2. Transition parfaite vers la deuxième actu chaude, les émissions de gaz à effet de serre de la France qui diminuent beaucoup trop lentement par rapport à ses propres objectifs. Selon les chiffres du CITEPA, sur les 9 premiers mois de l'année, les émissions de la France ont baissé de 0,3% par rapport à la même période en 2021. D'après la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, l'État s'engage à diminuer de 4,7% ses émissions de gaz à effet de serre chaque année. Donc il suffit de faire un petit calcul. Si on prend juste cette année, la France est 19 fois plus lente que ce qu'elle devrait par rapport à ses propres objectifs. Pas mal, non? C'est français. Le truc rigolo, c'est que pour l'État, ça semble très flou ces objectifs. Je vous laisse écouter cette semaine Agnès Pannier-Runacher, ministre de la Transition énergétique, sur le plateau de C'est à vous. Nos émissions de gaz à effet de serre. Qu'il faudrait réduire d'au moins 40% d'ici 2050. 2050, ça nous laisse un peu plus de temps pour diminuer. Et bien là, en direct, vous avez une ministre qui dit n'importe quoi. C'est bien la journaliste qui a raison, la France doit diminuer de 40% ses émissions d'ici 2030. Et encore, c'est parce que c'est pas à jour, car d'après les législations de l'UE, c'est maintenant 55% d'ici 2030. Et en 2050, l'objectif, c'est la neutralité carbone. Mais bon, l'incompétence des ministres, ça n'explique pas tout. Comment expliquer cette stagnation ? En fait, ça vient de deux principaux facteurs. Le plus important, c'est que la France a triplé en un an ses importations de gaz naturel liquéfié américain, en grande majorité du gaz de schiste très polluant. On est même devenu le premier importateur mondial de gaz américain. Pas mal, non? C'est français. Le deuxième facteur, c'est le secteur des transports, qui voit une augmentation de 4%, notamment du fait de la disparition de nombreuses lignes de trains régionales. En revanche, ce qui rattrape le tout, et ce qui fait qu'on est un peu en dessous de l'année dernière, ce sont en fait les comportements individuels. Les Français mangent, s'habillent de manière plus respectueuse de l'environnement. C'est donc la planification étatique qui est mise en cause. L'État qui donc ne tient pas ses engagements selon les ONG, mais aussi selon la justice, qui avait condamné l'État français pour inaction climatique en 2019 et qui lui avait donné jusqu'au 31 décembre 2022 pour redresser la barre, sous peine d'une nouvelle condamnation judiciaire. Le 31 décembre 2022, il vient d'être passé, et avec le bilan que je viens d'exposer, on verra ce qu'en dit la justice. Au passage, le gouvernement a aussi été visé ces derniers jours par la dernière action de dernière rénovation,
avec de la peinture orange sur la porte de Matignon, Bercy et le ministère de la Transition écologique, pour demander des mesures sur la rénovation énergétique des bâtiments. On passe maintenant à la troisième actu chaude, un article dans la revue Science qui a fait beaucoup de bruit. La moitié des glaciers dans le monde, 104 000 sur 215 000, sont d'ores et déjà condamnés d'ici la fin du siècle, même si le dérèglement climatique est limité à 1,5 degré Celsius, comme le prévoit l'accord de Paris de 2015. Les Alpes sont particulièrement touchées. Dans le cas d'un scénario de 1,5 degré Celsius, on verrait une perte de masse de 85%. Et dans le pire scénario imaginé, 4 degrés Celsius, c'est 99% de perte de masse. Pour les Pyrénées, c'est encore pire. En fait, cette étude est importante car elle prédit des conséquences encore plus graves que les dernières en date, celles du dernier rapport du GIEC. Mais ces enseignements ne poussent pas à l'inaction. Au contraire, la moitié restante des glaciers peuvent être sauvés, puisque dans un scénario à plus 4 degrés Celsius, c'est 80% des glaciers qui seront disparus. Et dans un scénario à 2,7 degrés, celui vers lequel nous sommes en train de nous diriger, c'est 65%. Donc chaque dixième de degré en moins, ce sont des glaciers de sauvés. Et les glaciers, vous allez le voir, c'est très important pour le bon fonctionnement de nos écosystèmes et de nos sociétés. Le point le plus évident, c'est qu'aujourd'hui, 1,9 milliard d'êtres humains sont directement alimentés en eau potable par les glaciers. Selon la glaciologue Heidi Sevestre pour France Info, les glaciers agissent également comme d'immenses réservoirs naturels qui stockent l'eau sous forme de neige l'hiver pour la redistribuer de manière continue pendant le reste de l'année, notamment en été. C'est très important pour la bonne santé des cours d'eau. Par exemple, en cas de disparition des glaciers, le débit du Rhône pourrait diminuer de 40%, avec des conséquences désastreuses pour l'agriculture bien sûr, mais également pour les 6 centrales nucléaires autour du fleuve. Il faut se rendre compte aussi que quand il neige ou il pleut beaucoup, les réservoirs que sont les glaciers empêchent que tout ruisselle d'un coup. Les glaciers sont donc le rempart le plus efficace contre les sécheresses, mais aussi contre les inondations. Comme le dit Heidi Sevestre, l'avenir de l'humanité est lié à l'avenir des glaces. On finit cette actu chaude avec l'investiture du nouveau président du Brésil, Lula, 12 ans après la fin de son dernier mandat. Alors on va pas s'étendre sur comment s'est déroulée l'investiture, le fait que Bolsonaro ait déjà fui le pays, etc. On va se concentrer sur les premières mesures de Lula et la composition de son gouvernement. Dès son investiture, le président brésilien a signé un ensemble de décrets dont le but est de protéger l'Amazonie, de réduire les inégalités et de protéger les populations indigènes, le cœur de son programme. Un programme qui s'appuie également sur des figures clés dans son gouvernement. 2 noms sont à retenir. D'abord, Marina da Silva, au ministère clé de l'environnement. Dans le passé, cette militante écologiste, qui est entrée en politique aux côtés de Chico Mendes, excusez du peu quand même, a occupé ce ministère de 2003 à 2008, avec une efficacité incroyable. La déforestation a baissé sous son ministère de 80% au Brésil. Mais en 2008, Marina da Silva, par désaccord sur des questions environnementales, avait quitté avec fracas le gouvernement de Lula. Donc cette nomination marque également une réconciliation entre ces 2 figures majeures de la gauche brésilienne que sont Lula et Marina da Silva. Une deuxième femme importante dans ce gouvernement, Sonia Guajajara, nommée à un tout nouveau ministère, celui des peuples indigènes. C'est une activiste très influente qui s'est battue pendant 4 ans contre la politique qu'elle qualifie de génocidaire de l'ancien président brésilien d'extrême droite, Jair Bolsonaro. Cette nomination est très symbolique quant à la politique de gauche que Lula veut incarner pour pacifier le pays. Mais ces nominations, très importantes, cachent un peu le reste de la forêt. Pour l'emporter, Lula da Silva a fait une alliance avec des partis du centre et même du centre droit, ce qu'on appelle le Centrao, le grand centre, plus conservateur et défendant l'industrie, qui a reçu en récompense les ministères de l'agriculture, de l'énergie, de la communication, du tourisme, du transport, des villes et de la planification. Donc un gouvernement beaucoup moins à gauche que la dernière fois que Lula avait le pouvoir. Un gouvernement composé de seulement 11 femmes pour 26 hommes, ce qui est assez révélateur. Donc on suivra ce nouveau gouvernement brésilien et son action environnementale dans les semaines à venir. Fin de l'actu chaude, on passe maintenant à la piscine, la partie recommandations, articles et vidéos YouTube. Et on reste au Brésil pour le premier article. On apprend dans Le Figaro que pendant le dernier mois de présidence de Bolsonaro, la déforestation en Amazonie a fait un bond de 150%. Ça s'explique par une tactique tout à fait assumée. Les bolsonaristes savent que Lula va imposer des restrictions dès qu'il va arriver. Donc let's go faire le plus de déforestation possible tant qu'il est encore temps. Ensuite, dans Le Monde, 2 recommandations. Un dossier sur la transformation académique en cours par rapport aux problématiques environnementales et les difficultés qu'elle rencontre.
et un article passionnant sur l'Inde qui veut exploiter ses fonds marins pour les métaux rares qui s'y trouvent, ce qui pose bien sûr des soucis de pollution et de destruction des écosystèmes. Du côté de La Croix, cet article se donne la mission de lister les principales bonnes nouvelles vis-à-vis de l'environnement en 2022. De quoi se rendre compte que quand même le bilan n'est pas que mauvais. Et enfin, du côté de Reporter, tout un dossier sur la fin de l'artificialisation des sols d'ici 2050, un objectif mis en place par le gouvernement. Donc, quel succès, quelle problématique cet objectif rencontre? Vous saurez tout ça en lisant. Et côté YouTube, une vidéo très complète de Télécrayon sur l'histoire du tram et du métro en France, avec bien sûr les plus beaux trams du monde à Montpellier. Les transports en commun sont un levier très important pour diminuer nos émissions, donc toujours bien de connaître leur histoire. Et enfin, une vidéo de Bosch Geek sur Avatar pour la chaîne de l'humanité. Il se demande si l'histoire d'Avatar, ce n'est que Pocahontas dans l'espace. Spoiler, pas vraiment. Moi je vous retrouve la semaine prochaine, abonnez-vous, salut!